Éric Woerth. J'ai reçu de M. Olivier Faure et des membres du groupe Nouvelle Gauche une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La parole est à Madame Valérie Rabault pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, Madame et Monsieur le rapporteur pour avis. Un budget est toujours un acte de vérité qui inscrit de manière tangible les orientations politiques, parfois idéologiques, prises par le gouvernement. Même si chacun peut être tenté à l'occasion de se livrer à quelques interprétations, les chiffres et les données économiques sont là et bien là, et il y a quand même une réalité qu'il faut prendre en compte. Alors cette réalité, messieurs les ministres, s'inscrit aussi dans un contexte, et ce contexte est celui d'une croissance économique retrouvée. Pour 2017, elle devrait être aux alentours de 1,7%. Concrètement, cela signifie que l'économie française a produit 45 milliards d'euros de plus de valeur ajoutée en 2017, de plus qu'en 2016. Et cela devrait être la même chose pour 2018. Ainsi, messieurs les ministres, cela signifie que sur la base du taux de prélèvement obligatoire que nous avons actuellement, il devrait y avoir, mécaniquement pour vous, 20 milliards d'euros de plus de recettes dans les caisses de l'État. C'est donc une situation, et vous en conviendrez, bien plus confortable que celle que nous avons connue en 2012 à notre arrivée aux responsabilités, puisque la croissance économique à ce moment-là était de 0%. Autrement dit, aucune valeur ajoutée n'était créée en plus, et donc mécaniquement, aucune recette fiscale n'entrait de manière presque automatique dans les caisses de l'État. Parallèlement, le déficit public pour 2017 va passer sous la barre des 3%, quand il était au-dessus de la barre des 5% en 2012. Ainsi, messieurs les ministres, vous disposez à ce jour d'un point de départ beaucoup plus favorable que celui que nous avions trouvé en 2012. Dès lors, la question qui se pose est simple. Souhaitez-vous, oui ou non, amplifier cet acquis, je dis bien cet acquis de reprise économique? Souhaitez-vous en faire profiter tous les Français avec un objectif assumé de réduction des inégalités? À ces deux questions, je crains que la réponse soit non. Votre budget pour 2018 n'est pas construit de manière à soutenir vigoureusement cette reprise économique. Et concernant la réduction des inégalités, c'est plutôt la direction inverse que vous prenez en renforçant les inégalités, celle entre les plus riches et les moins riches, celle entre les actifs et les retraités, celle aussi entre les territoires, entre les plus grandes villes et la campagne. Soutenir la reprise économique suppose de consolider notre tissu économique, celui qui est constitué aujourd'hui par 3 millions d'entreprises françaises, et pas seulement, messieurs les ministres, les 40 du CAC 40 ou les 300 qui sont comptabilisés aujourd'hui par l'INSEE dans la catégorie très grandes entreprises. Or, que fait votre projet de budget? Il supprime la 4e tranche de la taxe sur les salaires, rendant ainsi 120 millions d'euros aux très grandes entreprises. Les PME n'en verront pas la couleur, les TPE n'en verront pas la couleur non plus. En même temps, ce projet de budget supprime le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés à 15% pour plusieurs milliers de PME. Le rapporteur général du budget, Joël Giraud, que je salue, nous a avoué presque pudiquement en commission des finances la semaine dernière que 20 000 PME de notre pays seraient victimes de cette décision. Ainsi, messieurs les ministres, pour soutenir la reprise économique, vous envisagez de désavantager les PME et avantager le CAC 40. Concrètement, ça ne marchera pas. Soutenir la reprise économique suppose aussi de ne pas laisser tomber
le secteur du bâtiment qui représente près de 600 000 entreprises en France, 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1,4 million de salariés. Ce secteur, nous le savons, a connu de grandes difficultés lorsque la crise de 2007 est apparue. Et au moment où il relève la tête, poum, vous cherchez à l'enfoncer. Vous dites que vous ne voulez plus utiliser le rabot, Monsieur le ministre, mais vous ponctionnez 1,4 milliard d'euros aux bailleurs du logement social. Or, ces bailleurs sociaux passent chaque année, en moyenne, pour 17 milliards d'euros de commandes, que ce soit à la fois pour des constructions nouvelles ou pour réaliser des travaux de réhabilitation. Ainsi, vous amputez leur capacité de passer des marchés de travaux à hauteur de 10%, ce qui est énorme. Traduit en nombre d'emplois, cela représente 100 000, et je pèse mes mots, 100 000 destructions d'emplois dans le secteur de la construction. Vous dites, messieurs les ministres, que vous voulez des choix clairs et pas du mi-figue, mi-raisin. Là-dessus, je pourrais vous rejoindre. Mais parfois, vous avez un peu tendance à faire du mi-figue, mi-raisin. Par exemple, sur le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Vous dites qu'il faut le maintenir. Mais en catimini, vous avez retiré les portes et les fenêtres. Je ne sais pas ce qu'en pense le ministre d'État et de la transition écologique, parce qu'il me semble que quand on veut préserver l'efficacité énergétique d'un bâtiment, on a plutôt intérêt à avoir des portes et des fenêtres, qui est une bonne résistance énergétique. Vous dites enfin que vous ne voulez pas opposer les territoires. Mais dans votre projet de budget, vous réservez le bénéfice du prêt à taux zéro, devinez à qui? Aux grandes villes. Aux grandes villes. Et pour les campagnes, eh bien, vous pourrez toujours rêver d'avoir un prêt à taux zéro, même si vous avez un petit peu rajouté au dernier moment une capacité de pouvoir maintenir sur quelques années ce prêt à taux zéro. N'empêche que je crains quand même que le Conseil constitutionnel, qui est soucieux de l'égalité entre les Français, y voit là quelque entorse. Soutenir la reprise économique suppose de soutenir le financement des entreprises. En mettant fin à l'ISF, vous supprimez l'ISF PME, qui est aujourd'hui en France, qu'on le veuille ou non, le seul mécanisme qui incite les Français les plus riches à flécher une partie de leur épargne vers les PME. Ainsi, chaque année, plus de 500 millions d'euros, et je dis bien chaque année, plus de 500 millions d'euros vont financer les PME. Avec votre projet de budget, ces 500 millions d'euros seront finis. Et d'ailleurs, vu le nombre de PME qui sont venus nous voir et d'investisseurs, je crains qu'ils aient raison. Enfin, soutenir la reprise économique suppose d'y associer tous les Français. Pour nous, associer tous les Français, c'est être capable de retrouver ce sentiment incroyable qui existait pendant les 30 Glorieuses, qui voulait que chacun et chacune participe au progrès, participe à cette création de richesse. Cela ne peut se faire que si nous réduisons les inégalités. Or, dans votre projet de budget, messieurs les ministres, vous augmentez les inégalités. En procédant ainsi, vous renforcez les gagnants et vous enfoncez ceux qui ne le sont pas. Les gagnants que vous renforcez sont les 353 000 Français qui vont bénéficier de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Les gagnants que vous renforcez sont aussi les 470 000 Français sur les 37 millions de foyers fiscaux que compte notre pays, qui vont pouvoir bénéficier du prélèvement forfaitaire unique. Ces 470 000 Français, si vous faites une division, représentent 1,3% des foyers fiscaux français. Pour un foyer fiscal qui aurait 400 000 euros de dividendes en actions, l'économie d'impôt avoisinera sans doute les 100 000 euros. Pour ceux qui ont plus de 10 millions d'euros de patrimoine, le gain fiscal sera sans doute de 125 000 euros en moyenne. Au final, messieurs les ministres, vous avantagez 500 000 Français qui tous ont plus de 10 000 euros de revenus par mois. Alors je dis bien environ parce que vous n'avez publié aucune donnée, et c'est une première, aucune donnée sur le nombre de bénéficiaires de vos mesures. Aucune donnée, je pèse mes mots. Alors nous les avons reconstituées. C'est comme ça que nous avons été amenés à parler de ces 470 000 Français qui vont en bénéficier. Messieurs les ministres, vous faites avec l'argent des Français un chèque de 4,5 milliards d'euros sans aucune transparence,
aucune transparence, et c'est une nouveauté, sans dire combien de Français vont bénéficier de ces 4,5 milliards d'euros, sans dire non plus quel est le montant moyen qu'ils vont pouvoir récupérer. Alors je fais un peu de mauvais esprit, messieurs les ministres, et vous me pardonnerez. Je me suis demandé si cette absence de données résultait d'une volonté d'absence de transparence, je ne peux pas y croire, ou de fainéantise que le président de la République a remise à la mode. Et oui, et je me suis même demandé s'il fallait que je lui écrive au président de la République pour l'alerter sur la fainéantise qui pourrait gagner certains membres de son gouvernement qui ne veulent pas mettre les chiffres sur la table et les produire. Alors, messieurs les ministres, prouvez-nous que vous n'êtes pas des feignants et donnez-nous des chiffrages précis sur les mesures que vous prenez. Assumez d'être les ministres pour les 1,5% de Français qui ont les revenus les plus élevés. Assumez-le sans faux semblant. Vous et votre majorité ne cessez de dire « Ne vous inquiétez pas, nous allons flécher cet argent vers le financement de l'économie ». C'est faux. Rien, dans aucun de vos 2 projets de loi que vous présentez, ne va dans ce sens. Vous faites un chèque en blanc et c'est tout. Assumez-le parce que c'est comme ça et c'est tel comme ça qu'il est écrit dans ces projets de loi. Le seul moyen de ne pas faire un chèque en blanc, c'est d'inscrire des propositions dans la loi. Mais ça, vous ne le faites pas. La réalité, c'est que ces 4,5 milliards d'euros vont vers 500 000 ménages qui ont tous plus de 10 000 euros de revenus par mois, et plus encore pour les 500 les plus aisés, et que la réalité est que vous octroyez ce gain fiscal sans la moindre contrepartie. Ministre du gain fiscal pour 1,5% des Français les plus aisés, vous êtes en même temps, puisque c'est l'expression à la mode, donc en même temps, ministre de la perte de pouvoir d'achat pour les Français dont les revenus sont inférieurs à 1 500 euros par mois. Alors là aussi, j'ai été stupéfaite de la mauvaise foi, je ne veux pas dire une nouvelle fois la fainéantise, qui menace. Vous avez calculé et publié le livret du pouvoir d'achat. Très bien. Mais vous n'avez pris que les baisses d'impôts. Ah mais ça, tout le monde sait faire. Tout le monde sait faire. Calculer un livret du pouvoir d'achat en ne prenant que les baisses d'impôts. Mais les hausses, messieurs les ministres, mais les hausses. Vous avez évacué pudiquement l'impact de la fiscalité écologique ou encore la fiscalisation d'une partie de l'épargne populaire. Alors, messieurs, sans fainéantise, faisons ensemble les calculs puisque vous refusez de les publier, comme s'il s'agissait de tableaux secrets. 13 millions de Français épargnent aujourd'hui avec un plan d'épargne logement. Ils épargnent pour acheter ou faire construire une maison et pas pour spéculer. Je sais que ces plans d'épargne logement ne plaisent pas à votre majorité, qui les a scandaleusement qualifiés de produits toxiques avant de retirer ces propos. Quoi qu'il en soit, ces nouveaux PEL seront désormais taxés. Prenons, messieurs les ministres, un encours moyen à 15 000 euros. Supposons qu'il rapporte 2,5% par an. Ceci fait un intérêt perçu de 375 euros. Jusque-là, nous sommes d'accord. Jusque-là, cet argent, parce qu'il découlait de l'épargne populaire, n'était pas taxé au titre de l'impôt sur le revenu, seulement des prélèvements sociaux. Désormais, vous allez taxer cet argent à hauteur du prélèvement forfaitaire unique, donc 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu. Donc 12,8% fois 375 euros fait que, monsieur le ministre, vous allez prendre près de 50 euros à ce ménage qui aura économisé pour son plan d'épargne logement. Je continue. Maintenant avec la fiscalité écologique. Alors là aussi, elle a disparu de votre calcul. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est qu'elle a disparu du calcul de la direction du Trésor du ministère des Finances. J'en ai été tellement stupéfaite et choquée que je vais vous lire ce qui est écrit, page 75, de son évaluation de vos mesures fiscales. J'ouvre les guillemets. En parallèle, le gouvernement met en œuvre des mesures favorables à l'environnement et à la santé, fiscalité sur le tabac et fiscalité énergétique. Ces mesures ne relèvent pas du champ de la redistribution monétaire, il faut quand même l'écrire ça, usuellement définies dans les publications de l'INSEE et des organisations internationales. Leur objectif principal est d'influer sur les comportements afin de favoriser la transition écologique et la santé publique. Fermez les guillemets. En d'autres termes, la direction du Trésor écrit pudiquement qu'il s'agit d'une hausse de la fiscalité,
mais qu'elle n'a pu l'intégrer car cette fiscalité vise à influer les comportements, comme si toute fiscalité n'influait pas sur les comportements. Là, quand même, il faut franchement l'écrire. Il faut le faire comme vous le dites. Finalement, la direction du Trésor, qui a quand même gardé de l'honnêteté intellectuelle, se ravise à la page d'après de la page 75, mais elle prend 1000 pincettes et cela donne ceci, je vous lis toujours ce qui est écrit. Toutefois, à titre illustratif, le graphique 3 présente l'effet de ces mesures sur le pouvoir d'achat. Nous y sommes, mes chers collègues, nous y sommes. Et là, on voit un deuxième graphique qui montre que la fiscalité écologique représente une baisse de pouvoir d'achat équivalente pour les 20% des Français les moins riches au gain de pouvoir d'achat qu'ils espèrent de l'autre côté via la suppression de la taxe d'habitation. Nous y sommes, comme on dirait en mathématiques, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Alors je remercie la direction du Trésor de ne pas être tombée dans la facilité de la fainéantise. En tout état de cause, nous aussi, nous avons refait le calcul. Et pour un ménage avec 2 adultes et 2 enfants, qui roule au diesel, qui fait 20 pleins par an de 50 litres, ce n'est pas non plus le bout du monde, 20 pleins par an de 50 litres, qui se chauffe au fioul, parce qu'il vit à la campagne et qui n'a pas de réseau de chauffage urbain, vous en connaissez tous sur ces bancs, mes chers collègues. Pour ce ménage, aujourd'hui, sa fiscalité écologique est de 846 € par an. En 2018, sa fiscalité écologique sera de 991 € par an, soit 145 € de plus que cette année. Et en 2022, il paiera 1 422 € par an de fiscalité écologique, soit 576 € de plus. Alors je comprends pourquoi dans le petit livre du pouvoir d'achat, vous n'avez pas pris cette hausse de la fiscalité qui est extrêmement importante. C'est pour ça, mes chers collègues, messieurs les ministres, que dans notre contre-budget, nous avons proposé de doubler le montant du chèque énergie pour qu'il puisse y avoir une compensation réelle de cette fiscalité écologique qui va impacter de manière beaucoup plus importante les ménages qui ont les revenus les plus faibles. Messieurs les ministres, combien de tableaux chiffrant les impacts de votre budget restent encore cachés dans vos bureaux? Va-t-il falloir inciter ceux de nos députés et sénateurs qui en ont le pouvoir, conformément à l'article 57 de la loi organique aux lois de finances de 2001, à aller les chercher dans vos tiroirs? En tout cas, nous les inciterons très fortement. Autres inégalités que vous renforcez, celle de l'emploi. Vous fustigez les emplois aidés. Vous les supprimez, mais vous ne les remplacez par rien. Ainsi, en 2018, vous proposez 200 000 créations d'emplois aidés contre 450 000 les années précédentes. En d'autres termes, non mais, mes chers collègues, chaque année, les emplois aidés sont votés en 2 temps. La loi de finances initiale, la loi de finances rectificative. Donc avant de répéter la doxa qu'on vous a transmise, vérifiez les chiffres, il faut toujours mieux vérifier par soi-même. On en sort de manière beaucoup plus indépendante. Laissez parler Madame Rabault, s'il vous plaît, chers collègues. Je continue. Aux employeurs bénéficiaires, ainsi, messieurs les ministres, 250 000 Français vont se retrouver sur le carreau parce qu'ils ne pourront pas bénéficier de création d'emplois aidés. Se retrouver sur le carreau, c'est se retrouver au chômage. Maintenant, si on regarde côté employeurs, ceux qui employaient des emplois aidés. Les EHPAD, messieurs les ministres, les EHPAD, chaque année, ils bénéficient en moyenne de 25 000 créations d'emplois aidés. Ces emplois, vous les supprimez dans les EHPAD. Vous les supprimez dans les EHPAD. Vous laissez ainsi les Français, nos concitoyens qui ont besoin d'avoir un accompagnement, un service, sans soutien. Sans soutien. S'il vous plaît. Celles et ceux qui vivent en EHPAD, celles et ceux qui vivent en EHPAD auront 2 solutions. Soit avoir moins de services, soit payer plus, parce qu'il faudra que les structures des EHPAD embauchent en contrat permanent. Autre inégalité, celle de l'âge que vous revendiquez. Vous augmentez la CSG pour 8 millions de retraités. Certains auront certes une baisse de taxe d'habitation, d'autres non. Mais quelle que soit leur situation, cette hausse s'applique à des montants qui ne permettent même pas
même pas de payer une maison de retraite. Avec 1 289 € par mois ou 1 390 selon l'âge que l'on a, on ne peut pas payer une maison de retraite. C'est pourquoi, dans notre contre-budget, nous proposons que cette hausse de CSG ne s'applique qu'au-delà de 3 000 €, ce qui représente le coût d'une maison médicalisée en région parisienne. Des inégalités, messieurs les ministres, il y en a encore d'autres. Vous prélevez 5 € par mois, et même 20 € pour certains, à 6,5 millions de Français, dont 60% vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils vivent avec quasiment moins de 1 000 € par mois. Inégalité pour les Français, inégalité aussi pour les collectivités territoriales. Vous leur demandez cette année 13 milliards d'euros d'économies. C'est plus que ce que le président de la République avait annoncé pendant sa campagne, puisqu'il avait annoncé 10 milliards d'euros. C'est plus aussi que ce qui a été réalisé entre 2012 et 2017, puisque, je vais dire, entre guillemets, seulement 9,4 milliards d'euros d'économies ont alors été réalisés. Vous avez une méthode, oui, il y avait des guillemets, vous avez une méthode non précisée, 319 collectivités territoriales avec lesquelles vous voulez passer un contrat. Avant de vouloir passer un contrat avec elles, encore faut-il les appeler. Et je vous invite à prendre votre téléphone, messieurs les ministres, et à les appeler. Pour les régions, des promesses non tenues. Il manque 600 millions d'euros. Pour les départements, pas de reconduction du fonds de 50 millions d'euros pour accompagner ceux des départements qui sont en difficulté. Enfin, pour les communes et les groupements de communes, contrairement à ce que vous dites, le soutien à l'investissement baisse. Il était de 1 816 millions d'euros en 2017. Il passe à 1 665 millions d'euros en 2018. Il y a donc bien là, bel et bien là, une baisse. Messieurs les ministres, ces inégalités croissantes sont contraires à notre devise républicaine et à toute notre histoire, celle depuis les 30 Glorieuses qui ont mené tout notre pays vers le progrès. Messieurs les ministres, il y a une cordée que j'aime beaucoup. J'ai compris que ce mot était devenu à la mode depuis dimanche soir. Cette cordée que j'aime beaucoup, c'est celle de Braque et de Picasso. Braque et Picasso ont avancé, ont créé ensemble. Si je vous interrogeais, messieurs les ministres, pour vous demander qui de Braque ou de Picasso est le premier, vous ne pourriez pas me répondre, parce que dans une cordée, on avance tous ensemble. Il n'y a pas de premier de cordée et de dernier de cordée. Quand vous regardez Braque et Picasso, quand vous regardez... Chers collègues, s'il vous plaît, laissons s'exprimer l'oratrice. Allez-y, Madame Rabault. Puisque... S'il vous plaît. Allez-y, Madame Rabault. Chers collègues, s'il vous plaît. Je continue. Un peu de calme, le débat ne fait que commencer. Je vous en prie, Madame Rabault. Je continue sur Braque et Picasso, puisque eux ont formé une vraie cordée. Celle qui fait que l'un est devant l'autre à un moment donné de l'histoire, et l'autre est devant l'un à un autre moment de l'histoire. Ça, c'est une vraie cordée. Si. C'est celle qui a réussi, c'est celle qui a inventé de nouveaux courants de pensée dans la peinture. Eh bien, quand on veut inventer une cordée où le premier serait toujours premier, oui, le budget, mais le budget n'échappe pas non plus à cette théorie. Quand on veut inventer une cordée, il faut que le premier puisse passer derrière et celui qui est derrière passer devant. C'est ça la promesse républicaine de notre pays. C'est cette promesse-là que vous remettez en cause avec votre pays, avec votre projet de budget, en creusant des inégalités qui ne soutiendront ni la reprise de la croissance, ni le développement économique de notre pays. Aussi, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, je vous invite à voter la demande de rejet préalable que nous, groupe Nouvelle Gauche, venons de défendre devant vous. Merci beaucoup, Madame Rabault. Le gouvernement souhaite-t-il répondre